Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre sur France 3 Normandie après la diffusion de ce très beau documentaire Les femmes du rond-point, signé de la documentariste Anne Gainsburger. Un documentaire qui souligne l'engagement des femmes dans ce mouvement des Gilets jaunes, un mouvement de contestation inédit qui a éclaté à l'automne 2018. Un an après, peut-on dire qu'il y a eu un avant et un après Gilets jaunes? Est-ce un tournant dans l'histoire des luttes populaires? Et comment ce mouvement a-t-il marqué notre région, la Normandie? Nous allons en discuter ce soir avec nos invités. Avec nous, l'une des femmes du rond-point de la Jarretière, Stéphanie Leprince. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également une autre figure emblématique des Gilets jaunes, Chloé Tessier. Bonsoir. Vous avez toujours été en première ligne dans les manifestations à Caen. À vos côtés, deux élus dont l'action politique a été impactée, si ce n'est bousculée par les Gilets jaunes. Anne-Marie Cousin, conseillère régionale et présidente de l'Association des maires de la Manche. Bonsoir, Madame Cousin. Bertrand Sor, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du même département. Et Michel Collin, bonsoir, président de la CCIC en Normandie. Et vous reviendrez sur les conséquences économiques de ce mouvement. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je salue également la présence de notre dessinateur de presse, Emmanuel Chenu. Stéphanie Leprince, le documentaire s'attache à votre histoire, une histoire emblématique de la France d'aujourd'hui, celle d'une femme seule avec ses enfants, une femme qui touche par les cette journée du 17 novembre. Chloé Tessier, on vous a entreaperçu également dans le documentaire. Vous, contrairement à Stéphanie, vous manifestez toujours en tant que gilet jaune. Toujours, et dans les semaines à venir encore, hélas. Vous affichez même votre gilet jaune sur votre CV, vous m'avez dit. Oui, j'en suis fière parce que c'est un combat, c'est une lutte qui est légitime. Et c'est dommage qu'en France, on soit obligé de lutter un an et ne toujours pas être entendu et avoir toujours pour seule réponse plus de répression et de mépris. Et nous continuerons à lutter s'il le faut. Gilets jaunes avec lequel vous êtes venu. Pour qu'on vous connaisse mieux, vous avez 29 ans, vous êtes professeur d'éducation, d'équitation, donc vous avez un travail. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous donne cette âme de militante? Depuis toujours, j'ai milité pour le CPE avant, pour la réforme des lycées. Je ne supporte pas les injustices et je vois à l'heure actuelle toujours plus d'injustices, que ce soit dans mon propre quotidien ou dans le quotidien des gens que je côtoie. De voir qu'il y a de plus en plus de gens à la rue, de plus en plus de personnes précaires, de voir qu'aujourd'hui on peut travailler et vivre dans sa voiture ou se retrouver à la rue, ce n'est pas normal. Et du coup, j'ai ressenti le besoin, une urgence, comme vous avez pu le dire à l'entrée, de lutter, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit normal à l'heure actuelle de vivre dans de telles conditions. Alors la réalisatrice Anne Gainsburger a passé plusieurs mois auprès de vous, Stéphanie, et des autres femmes du rond-point de la Jarretière. Écoutez ce qu'elle retient de ces rencontres. Moi, ce que je retiens principalement, c'est l'émotion d'avoir vu des gens se relever, des femmes se relever, c'est-à-dire la page Facebook des automobilistes de Normandie en colère, une page créée en octobre 2018. Vous avez écrit dans ce billet, ils, donc le gouvernement, sont déconnectés de la vraie vie et de l'impact de leurs lois sur notre quotidien. Alors oui, je suis en colère. Et là, vous listez tout ce qui ne va pas et la liste est très très longue. Il y a un réel décalage, en fait. Ils ne se rendent compte que l'essence, pour c'est quelques centimes, mais quelques centimes quand on le fait 30, 40, 50, voire 100 km par jour, parce que oui, on est à la campagne et que les enfants sont dans la ville d'à côté, qui vont faire du sport dans la ville qui est encore plus loin, qu'il faut aller faire ses courses. Ils ne se rendent pas compte que c'est un réel budget, c'est une réelle influence. Les 80 km/h au lieu des 90, nous aussi, pour les transports à la campagne, c'est une réelle influence sur notre quotidien. On perd 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ou on se prend une amende, ou des points en moins. Si on perd le permis à la campagne, on est complètement bloqué et paralysé. Donc il y a une réelle déconnexion et même par rapport au quotidien, au pouvoir d'achat. Oui, 5 euros d'APL, c'est important. Oui, 2 centimes sur le litre, c'est important. On en est aujourd'hui à compter chaque centime. Donc oui, la moindre hausse a un impact au quotidien sur nous. Et ça, pour vous, le gouvernement ne l'avait pas compris, Bertrand Sor? Je crois qu'effectivement, comme le dit Anne-Marie Cousin tout à l'heure, la vie dans les territoires ruraux est différente de la vie dans les territoires urbains. La mobilité est une question essentielle sur les territoires ruraux. La voiture dans un couple, elle est double. Et effectivement, chaque mesure qui est prise sur l'augmentation... Je suis pas toute seule, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je suis pas seule, oui, je suis en galère. D'habitude,
ouverture au SAMU social. Ils ont aussi participé à la maraude et à Caen. Des goûters solidaires ont été organisés par les femmes de Gilets jaunes pendant le mois de décembre. Bref, tous ces élans de solidarité vont dans le sens d'une convivialité. On vient d'entendre le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui estime que les ronds-points ont pris le rôle des anciens bistrots de village, des bistrots populaires où l'on pouvait exprimer le fond de sa pensée parce qu'on était dans un entre-soi. En somme, les ronds-points sont pour lui une reconstruction de lieux de convivialité, de lieux de rencontre qui ont fermé petit à petit dans des villages qui sont devenus des villages dortoirs. Stéphanie, Chloé, vous êtes d'accord? C'est ça qui manquait, un lieu où la parole est libre? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, il faut sortir de l'isolement et de la honte surtout. Parce que peut-être qu'au bistrot, les gens, je pense pas qu'ils se confiaient autant sur les ronds-points. D'un coup, on a osé dire, je suis pas toute seule, je sais pas si tu c'est ça, quoi, mais je suis pas seule, oui, je suis en galère. D'habitude, on garde notre petite misère pour soi. Se dire, j'ai honte parce que j'ai dû demander une aide à la CAF, ou parce que j'ai pas pu offrir le cadeau de Noël que je voulais à mon enfant, ou parce que je suis en galère. Ou tout simplement parce que tu as du mal à finir les fins de mois. Oui, voilà, Et rien que d'en discuter autour de toi et de pouvoir échanger et de dire, toi aussi, je suis pas seule. Je suis pas seule et ça fait un bien fou en fait de le partager. Alors une solidarité entre Gilets jaunes, une solidarité entre une partie de la population et les Gilets jaunes, reste que le mouvement tombait pour les commerçants au plus mauvais moment puisque les fêtes de fin d'année approchaient. Les Bleus. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est le grand blabla, clairement. J'y suis allée, je me suis déplacée, je vais pas critiquer sans voir, donc je me suis dit, je vais me donner les moyens, je vais y aller. Donc j'y suis allée, c'est animé par monsieur Bertrand Bouix, député à Grand-Camp. Il y avait la majorité, c'était des personnes âgées, voire très âgées, donc pas de gens de ma génération du tout. Quand j'ai voulu poser des questions qui m'intéressaient, monsieur Bouix m'a arrêté en me disant, on n'est pas là pour parler de ça. Donc on parle que de ce que le gouvernement a décidé, donc c'est un peu gênant quand même, il faut faire un échange, et c'était dans des petites cases où il fallait rentrer dedans. Je me sentais pas représentée, pas écoutée du tout. Moi, ça me pose problème, et pour l'entrée des maires, à Bourg-Touroult, j'y étais parce que j'étais invitée par la presse. La ville est en état de siège, il faut quand même le dire, la ville, il n'y avait pas un habitant. Les habitants ne pouvaient même pas sortir. C'est-à-dire que le président se déplace dans une ville en France, les habitants ne peuvent même pas venir le voir. Quand est-ce que c'est arrivé, là, de ces dernières années, qu'un président est assez détesté pour que même les gens ne puissent pas venir à sa rencontre? Alors l'apprentissage de l'arène politique pour les Gilets jaunes ne s'est pas fait effectivement sans mal, puisque le grand débat s'est déroulé dans un contexte très tendu. On se souvient des flambées de violence avec le retour. Il y a eu aussi des violences policières, des yeux éborgnés, des mains arrachées. Ce sont des blessures de guerre, c'est tout. Là, vous êtes désolidarisé du mouvement. Oui, à un moment donné, en fait, au fur et à mesure des semaines, moi, je me retrouvais plus dans ce contexte un petit peu de violence. On voit alors des voitures brûlées. Bien sûr que c'est dramatique pour les gens qui la voiture est brûlée. Quelques vitrines cassées. Mais moi, ce que je vois, c'est la violence au quotidien, la violence d'État que nous subissons. Il y a eu aussi des violences policières, des yeux éborgnés, des mains arrachées. Ce sont des blessures de guerre. C'est tout bonnement scandaleux et intolérable. Et sur les dégradations, on se souvient très bien de ce week-end début décembre devant l'Arc de Triomphe, dans une ambiance de barricade. Est-ce que ça n'a pas coupé l'opinion publique du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que ça n'était pas contre-productif? Alors si, mais je pense que le gouvernement en a joué aussi. Ils n'arrêtent pas les Black Blocs. Pourquoi? Alors s'il y a vraiment des grands méchants Black Blocs, pourquoi ils ne les arrêtent pas? Ils arrêtent que des Gilets jaunes, bizarrement. Donc peut-être que ça leur sert un petit peu aussi d'avoir des grands méchants violents qui font très très peur aux gens. On va écouter le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Lui fait le parallèle entre les Gilets jaunes et le mouvement révolutionnaire des sans-culottes. Eux aussi affirmaient représenter effectivement de ces actes qui ne sont pas effectivement tolérables. Rien ne peut justifier qu'une main soit arrachée dans une manifestation. Mais pour autant, quelle est l'origine de ces actes-là? Qu'a fait la police? Elle est simplement intervenue sur des actes totalement inadmissibles et intolérables de dégradation de vitrines, de voitures, de mobilier urbain. Est-ce que ça, c'est acceptable? Moi, je vous invite à venir avec moi, monsieur. Je vous invite à venir avec moi en manifestation pour voir la violence que nous subissons, les insultes que nous subissons de policiers. Moi, je me suis fait arrêter alors que j'étais à genoux, les mains en l'air. Je me suis fait piétiner par des policiers. Je me suis fait arrêter. J'ai fait 17 heures de garde à vue. La réponse des policières quand je suis arrivée en garde à vue, vous avez les cheveux longs, madame, c'est pour exciter les
des hommes. Je me fais insulter par des représentants d'État. Je suis désolée, ce n'est pas tolérable. Mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser non plus ces pratiques. Aujourd'hui, on est capable d'un côté de remercier la police lorsqu'elle intervient sur des situations particulièrement difficiles, et on est capable le lendemain d'aller manifester, d'insulter la police, de lancer des pavés sur la police. Ben, j'estime que ça, ce n'est pas acceptable non plus, quelle que soit la cause, quelles que soient les circonstances. Alors le mouvement a en tout cas présenté une forme nouvelle de contestation, informe, insaisissable, reflet d'une France morte. Vous le regrettez que ce soit qu'une agrégation d'individus C'est ce qui fait aussi la force du mouvement, malgré tout. Après, je trouve ça un peu dur, les propos qu'il tient, les propos que vous avez tenus juste avant. Je pense qu'il faut faire aussi la part des choses entre une manifestation de colère qui soit d'un coup jeter une vitrine, ce qui est complètement stupide et qui ne fait rien avancer. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi une riposte. La violence a commencé en manifestation à partir du moment où les policiers nous ont interdit les ronds-points. Il faut aussi voir la cause à effet. Les gens ne sont pas dit directement. Les premières manifestations étaient très bon enfant. Il ne faut pas l'oublier. À Caen, moi j'en ai même déclaré une à Caen. J'étais très bon enfant. Tout se passait très bien. Et puis un jour, on a commencé à nous dégager des ronds-points en nous gazant, en nous tapant. Là, les gens ont commencé à se dire, mais attendez, on comprend pas, ça se passait bien. Et pourquoi maintenant, il y a eu une perte de confiance aussi. Moi, je suis allée sonner à la porte de la préfecture, leur demander des comptes, clairement des comptes, parce qu'on avait menacé des amis à moi, parce que des amis à moi s'en fait frapper. Et il n'y a pas eu de réponse. On m'a écouté de loin en me disant, oui, on va faire remonter l'information. Et l'information n'est jamais remontée. Mais sans structure, sans leader, est-ce qu'on peut maîtriser ce mouvement sans service d'ordre pendant les manifestations? Sans service d'ordre. Déjà, si les policiers n'attisaient pas, franchement, il faut le vivre. Les manifestations, il faut le vivre. Moi, mon conjoint, là-bas, n'était absolument pas manifestant. Il est venu avec moi en manifestation. Il s'est pris des coups de bouclier en essayant de me protéger. Et tout de suite, il a changé de vision. C'est-à-dire qu'on ne faisait rien, on était pacifique. Moi, un policier, je filmais la scène, un policier m'a frappé dans la main pour faire tomber mon téléphone. Et je me suis pris un énorme coup de bouclier qui m'a fait tomber dans un buisson. Comment voulez-vous qu'on ne passe pas à la violence? Je n'ai jamais été violente, je n'ai jamais prôné la violence et pourtant je reçois de la violence. Alors on va pas faire le débat sur la violence policière, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie suspicion vis-à-vis de toute médiation dans ce mouvement des Gilets jaunes, une suspicion qui s'est clairement exprimée le 28 novembre 2018 lorsque la préfecture avait accepté de recevoir une délégation de Gilets jaunes dont vous critiques, notamment à l'égard des porte-paroles du mouvement, comme Chloé Tessier, cette jeune professeure d'équitation de 28 ans. Alors, Chloé Tessier, comment vous avez vécu ces divisions, voire ces règlements de compte au sein du mouvement? Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ça. Forcément, la chose, ça touche parce que, on se fait attaquer parfois gratuitement. Après, je ne regrette rien, je ne regrette pas cet investissement et je trouve qu'un an après, malgré tout, on a évolué, les mentalités ont évolué, les gens sont venus à changer de vie pour certains, comme toi tu as pu le faire. Voilà, il y a beaucoup de gens ont remis en question leur volonté, la politique, leur choix de vie, et du coup il y a des choses très belles qui en sont sorties. Après, pour ce qui est de la structuration, en effet, il y a une telle défiance en fait par rapport aux structurations que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire soit politique, soit syndicale. Il y a un sentiment de trahison. Donc les gens, en fait, c'est pas les Gilets jaunes en général, je pense, c'est pas qu'ils refusent complètement de se structurer, et juste on ne sait pas comment faire parce qu'on a perdu confiance dans les cadres qu'on connaît et on ne trouve pas un moyen de sortir vraiment de ce cadre-là. Alors une défiance, Stéphanie, c'est une sorte d'ADN de ce mouvement qui a montré ses limites au moment des élections européennes. Effectivement, Aurélie, alors je vous rappelle juste un chiffre, 12%. 12%, ce sont les intentions de vote qu'aurait pu obtenir une liste Gilets jaunes, et cela... C'est de la poudre aux yeux, clairement, c'est de la poudre aux yeux. C'est bien, c'est un début, mais ça ne suffit pas. Et c'est surtout, il y a toujours du mépris. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu complètement. On nous a insultés. Il faut voir que on nous a insultés d'homophobes, d'islamophobes. Même le président, quand il a annoncé ces mesures-là, a continué de nous insulter. C'est dramatique. Ça. On vous donne d'une main, mais je vous gifle de l'autre. Non, ça ne suffit pas. Anne-Marie Cousin. Oui, moi je suis un peu étonnée par les propos de ma voisine parce que je sens de l'amertume forte. Et c'est très dommageable parce que nous, en tant que maire, nous sommes toujours là pour déminer des situations, mais face à ce type de mouvement, inédit par sa durée, inédit par sa non-structuration, il n'y avait que 3 voies possibles pour espérer aboutir à quelque chose d'intéressant au niveau de notre démocratie. C'était les Gilets jaunes, une impasse. Non, mais ça me fait rire parce que c'est des gens qui sont, pour moi, déconnectés, encore une fois, de notre réalité.
Alors c'est peut-être une impasse, mais c'est une réalité. Il y a des millions de gens qui sont dans une impasse actuelle au quotidien. Oui, mais c'est quand même un mouvement qui fonctionne à l'image des réseaux sociaux de manière très libre, où chacun donne son coup de gueule, mais sans structuration. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mouvement tel que celui-ci? Une vie meilleure en général. Après, pour vous répondre, monsieur le député, c'est compliqué parce qu'en fait, les Gilets jaunes, c'est aussi, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de corps de métier, il n'y a pas de classe sociale, il y a des gens de tout milieu. Du coup, le pouvoir d'achat est différent entre une mère au foyer, un retraité, un étudiant. Ça veut tout et rien dire. Les gens veulent juste vivre dignement, se sentir respectés, écoutés, et que la classe politique soit aussi irréprochable. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire confiance à des politiques, sachant qu'ils peuvent avoir des casseroles au derrière et rester à des hauts postes avec des scandales d'État derrière. Mais la question, c'est vous, aujourd'hui, un an après, qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement? Je pense que ça va repartir. Là, le CF17, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a aussi une Le grève. feu sous la cendre. Je pense qu'il y a vraiment, il va y avoir un embrasement. Le 5 décembre, une grève nationale a été déposée. Alors oui, c'est pas que les Gilets jaunes, mais il y a une réelle colère par rapport à la réforme des retraites, à la réforme du chômage. Il y a beaucoup de choses qui attisent la colère et elle est, encore une fois, légitime. Alors que ce soit ou non une impasse, que la colère rejaillisse prochainement ou non, une question se pose sur le bilan. Peut-on dire qu'il y a un avant et un après Gilets jaunes?